Salut les boys, bienvenue pour un nouveau MLC Phare, une édition vraiment spéciale cette fois-ci, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le deuxième trade deadline. Donc le trade deadline après le trade deadline. En effet, comme vous le savez, après la finale de la Coupe Stanley, tous les échanges qui ont été discutés et qui ont été d'ailleurs concrétisés au cours des 2 derniers mois seront dévoilés dans cette émission-là, puis par la suite via forum, j'imagine. Euh, Écoutez, nombre de transactions, je suis allé avec plaisir voir sur le forum le post de Clumsy au sujet de combien de transactions, selon vous, y avait-il eu dans la saison morte. Alors, est-ce que c'était moins de 15, 15 à 24, 25 à 34, 35 à 44, 45 à 54 ou 55 et plus? Alors, sur les 23 votes, 13 ont voté, soit 56% des gens ont dit 35 à 44. Malheureusement, je vous confirme que ces 13 personnes-là, dont moi, se sont trompées. 45 à 54 transactions, on a eu 3 personnes. Alors, ces 3 personnes-là, vous méritez, je ne sais pas, une reconnaissance à tout le moins pour avoir deviné le nombre de transactions. Qui sait, peut-être que vous êtes dans le secret des yeux, mais il y a eu 50 transactions, bien exactement. On aime ça les chiffrons, donc 50 transactions. Évidemment, au moment d'enregistrer cette émission-là, nous sommes lundi, les 3 heures de l'après-midi en ce moment exactement. Si je parlais des 50 transactions en détail, disons 3 minutes chaque, j'en aurais pour à peu près 3 heures comme émission. Donc c'est sûr que on fera pas ça. Je vais parler des transactions. C'est possible que je ne parle pas de toutes les transactions ou que je n'y vais pas dans les détails pour tous les échanges. Exemple, s'il y a 6 choix au repêchage, je ne vais même pas commencer à nommer les 6 choix au repêchage en transaction. Je vais offrir mon analyse. Évidemment, je sais qu'en faisant ça, c'est toujours un plaisir. L'objectif ici, c'est pas de féliciter des gens ou plutôt de descendre des gens ou bref, l'objectif ici, c'est d'être neutre. Je vous donne mon opinion par rapport à ce qu'il y en est. Peut-être que mon opinion ne reflète pas nécessairement l'opinion générale. Donc, je vous invite à commenter par la suite, mais chose certaine, il y a des échanges qui vont faire discuter, j'en suis certain. Et également, on va suivre avec plaisir la progression du 11e choix total, soit le premier choix à Minnesota, qui a passé, écoutez, j'ai pas compté, là, mais au moins 3 ou 4 fois dans une transaction en dedans d'1 mois. Donc, c'est quand même, voir ça dans la Ligue nationale, c'est jamais vu, évidemment. Alors, c'est avec plaisir qu'on va le regarder ensemble, cette belle progression-là. Et puis, à la fin, je vais aussi vous parler, ou peut-être pendant, mais des tendances par rapport à certains clubs. Puis, on va faire un recap à la fin sur les plus gros échanges et c'est quoi l'implication par rapport à tout ça. Donc, on commence. Sans plus tarder, la première transaction qui a eu lieu le 5 avril entre les Sharks et Tampa Bay. Vétéran Matt Niskanen qui part contre 2 choix de deuxième ronde ainsi qu'un cinquième choix. Alors un échange, disons, assez de base qui aidera Tampa Bay à s'améliorer pour l'année prochaine. Ensuite, Tom Wilson quitte les Sharks pour se joindre à leurs rivaux et on sait la belle rivalité en San Jose et LA en série contre un deuxième Islanders et un troisième Minnesota. Tom Wilson qui est RFA en ce moment, donc j'ai bien hâte de voir s'il y aura une offre à son sujet. Ensuite, le 9 avril, Ron Enze quitte contre Danny DeKeyser, un quatrième choix. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Et le premier échange qui est un peu de viande à Toronto. Donc Toronto acquiert du Wild, Brian Little, Blake Comeau, un sixième choix et un septième choix, contre Cole Lynn, un troisième et un troisième. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Cole Lynn, a été repêché par Vancouver l'an dernier dans la Ligue nationale, repêché par Toronto ML, je pense en fin de première ronde, et repêché en début de deuxième ronde. C'est un joueur qui a vraiment agréablement surpris, produit au-dessus de 100 points dans la Ligue de l'Ouest. Donc, c'est vu comme étant un très bon prospect. Moi, j'aime beaucoup la transaction pour les deux équipes parce que Brian Little, ça reste un joueur qui est bien. Mais c'est sûr que Minnesota prend plus de risques, mais je suis content de voir Minnesota et justement faire un changement là, de direction. On l'avait déjà annoncé, là, on veut rebâtir. Alors Cole Lynn est le premier joueur acquis en ce sens. Ensuite, Toronto se revire et fait un autre échange en échangeant à peu près, oh mon Dieu, deux vétérans, Justin Abelkader et Troy Brower. Deux joueurs qu'on peut dire, sans dire au bout du rouleau nécessairement, mais disons plus vers la fin que vers le début. Compte à peu près 7 choix au repêchage, mais des late picks sauf un quatrième, sinon c'est des 6 et des septièmes choix. Je sais que le nouveau DG de l'Arizona l'a mentionné, oui, il veut améliorer l'équipe dès maintenant, tout en repêchant comme il faut. Mais là, ici, son idée à lui, c'est pas, il a dit, je ne veux pas viser le dernier au total. Ce que je veux, là, c'est offrir une équipe compétitive
Puis si je repêche 12e à cause de ça, je repêcherai 12e à cause de ça. Tant mieux, parce qu'Arizona a toujours essayé de tomber dans le top 5, ça n'a jamais fonctionné, donc aussi bien ne pas l'essayer. Alors ça va dans ce sens-là à Buckheader et Troy Bauer. Après ça, l'Arizona se revire et fait un autre échange. Échange Michael Grabner, donc le vétéran, s'en va en Caroline, contre Aika, un deuxième choix et un quatrième choix. Donc, dans le cas de Thomas Aika, c'est un joueur qui appartient à Vegas dans la Ligue nationale, a fait à peu près un point par match dans la Ligue américaine, a joué quelques parties dans la NHL. Ça reste un joueur quand même intéressant, mais ça semble plus être un joueur de la Ligue américaine, tant mieux s'il devient plus. Mais un deuxième et un quatrième choix, c'est un échange qui est très fair contre un vétéran Grabner qui a bien fait dans la LNH l'année passée, mais qui n'est pas monsieur constant, disons. Ensuite, un échange plus important. Philadelphie obtient le premier choix Pittsburgh de Toronto contre Silverberg, Jacob Silverberg des Ducks d'Anaheim, un quatrième et un septième. Ça, j'avoue, j'ai été surpris. Le premier Pittsburgh est quand même bien placé. Je sais que Pittsburgh n'a pas fait les séries, donc je vais vérifier au moment qu'on se parle où est le choix, là, mais il doit être à peu près 14e ou quelque chose comme ça. Donc oui, 14e. Alors, le 14e choix total contre Silverberg. Silverberg, c'est un bon joueur, très complet. Il n'a pas des cotes d'enfer, mais des cotes quand même super complètes. Alors, j'estime, je donne un léger avantage à Philadelphie, mais en même temps, le 14e au total, il faut le dire, ça reste un guess. C'est pas une sûreté. Alors, d'avoir ça contre un joueur LNH en Silverberg, qui n'est pas vieux encore, peut-être quoi, 27 ans, je m'avance, je n'ai pas vérifié son âge, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la ligue. Alors, dans le cas de Silverberg, pour Toronto, alors oui, 27 ans, il aura 28 ans en octobre. C'est un joueur qui a fait 49 et 40 points dans les 2 dernières années. C'est un joueur qui fait toujours à peu près 40 points, 39, 39, 40, 49. Donc c'est un joueur, disons, en 40 à 50 points. Ben, un choix de 14e au total, si on repêche ça, on va être heureux. Donc, c'est un échange qui fait du sens, mais j'aurais pas pensé qu'on aurait eu un 14e au total pour un Silverberg. Mais j'aime ça. Ensuite, Toronto encore fait un échange avec Minnesota. Donc, Henrik dit le Zetterberg s'en va au Leaf. En retour, on obtient Massin, un troisième et un deuxième Toronto en 2019. Dans le cas de Massin, je suis allé voir honnêtement parce que j'avais un blanc. Ça ne semble pas être un grand espoir. Là. Donc, on parle vraiment beaucoup plus du deuxième et du troisième. Sinon, c'est un défenseur défensif de ce que j'ai vu. Reste à voir s'il pourra performer. Mais pour Zetterberg, je pense que c'était sa valeur. Donc, j'irai un échange qui était fair. Le premier gros deal, à vrai dire, on en a 3 qui s'en viennent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il y avait dans l'eau le 23 avril. Regardez les nouvelles parce que c'est là qu'on a commencé à se réveiller. Donc, Ottawa a décidé qu'il était tanné d'être dans les bas-fonds. Lui qui a terminé deuxième cette année. Puis, je pense que ça a atteint l'orgueil. C'était pas l'objectif non plus de l'équipe de finir aussi bas. Alors, on a fait un mouvement en ce sens, c'est-à-dire on a échangé Kirill Kaprizov, qui est un prospect repêché en 5e ronde, qui appartient à Minnesota, mais dans la LNH, mais mon Dieu qu'il est dominant en Europe. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va devenir, mais il a signé dans la KHL pour les 2 prochaines années, donc ce ne sera pas encore avant 2020-2021, mais ça reste un espoir de premier plan. Donc on échange Kaprizov, on échange le premier Philadelphie, qui est à peu près 21e au total, le deuxième choix Ottawa 2019 et le troisième Ottawa 2019. Donc ça, c'est vraiment à l'inverse de ce que Martin fait normalement, c'est-à-dire échanger des jeunes ou encore des choix repêchage. Mais en retour, on obtient Corey Crawford et Ian Merson. Donc Ian Merson, cette année, on peut dire, a eu des difficultés avec sa nouvelle équipe, l'Arizona, mais en une cote défensive encore de l'enfer en haut 80. Et Corey Crawford reste un très bon gardien, mais qui a été blessé. Donc c'est sûr que ça apporte son lot de questions, c'est-à-dire est-ce que Crawford sera en mesure de rester un gardien top 10 ou top 15, ou encore est-il sur le déclin en ce moment. Et Yann Merson, même chose. C'est un bon défenseur, mais est-ce qu'il lui reste 5 belles années, 6 belles années, ou on est déjà là, vers la fin dans son cas? Je ne penserais pas. Mais ça reste que ces deux joueurs-là ont quand même certains points d'interrogation. Mais de notre côté, c'est correct parce que Kaprizov, même s'il est super talentueux, un peu comme Nikita Boutsev, il est dans la KHL et puis peut-être qu'il ne viendra jamais. Donc, ça reste un risque pour Philadelphie également. Donc, avec cet échange-là, je pense que ça confirme que Ottawa ne visera pas les bas-fonds, mais aucunement. Et avec les William Carlson qui s'en viennent, Nolan Patrick, etc., on va avoir une équipe pour compétitionner d'ici les prochaines années, assurément.
Ensuite, le 24 avril, un échange, Columbus qui se réveille parce que serait un trade deadline sans Columbus? Alors, on échange notre gardien de but vedette en Devan Dubnyk, ainsi que Nick Shore et un quatrième choix contre Jonathan Bernier. Mais là, bon, c'est peut-être pas pour Jonathan Bernier qu'on fait ça, mais surtout pour Jamie Benn. Donc ça, c'est un échange très, très, très gros. Donc Dubnyk contre Benn, c'est pas, disons-le, là, un contre un, parce que Nick Shore et un quatrième contre Jonathan Bernier, ça s'équivaut, ou bref, à peu près. Donc c'est vraiment Devan Dubnyk contre Benn. Je ne m'aurais pas attendu un retour aussi fort pour Dubnyk, mais d'un autre côté, les gardiens de but avec des cotes aussi bonnes que Dubnyk, parce que Dubnyk, c'est le genre de joueur qu'on pense jamais à peu près. T'sais, on va penser à, je sais pas, à Brendan Olby à peu près 8 fois plus que Devan Dubnyk. Mais Dubnyk, même si bon, il a 32 ans, a eu des statistiques vraiment enviables au cours des dernières années, des 936, 918, 923. Là, cette année, 918, un peu plus faible, mais quand même des belles stats. Donc, c'est un des top 10 de la Ligue, assurément, si c'est même pas top 5. Alors, pour Tampa Bay, qui a Luongo qui s'en va à agent libre, c'est clair qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens. Alors, pour Ben, qui est un joueur favori d'ailleurs de Rémi, j'imagine que la raison d'échange est également le gros salaire de Ben lors de sa resignature. Il va coûter, je pense, entre 12 à 14 millions à re-signer. Donc, c'est sûr que c'est un problème, mais pour Columbus, on avait l'espace sous la masse salariale. Ensuite, Columbus, encore une fois, échange l'espoir Dylan Strome, ainsi que le 7e choix au total, soit le premier Columbus de l'encan amateur 2018, contre Evgeny Kuznetsov. Alors ça ici, cette transaction-là est assez simple. C'est-à-dire, est-ce que Dylan Strome va devenir Kuznetsov? Bon, sûrement pas, mais ça reste possible. Alors, qu'est-ce qu'on donne en retour comme police d'assurance si Dylan Strome ne devient pas un joueur d'impact? Un 7e au total. Donc, c'est quand même deux beaux éléments pour un Kuznetsov. Personnellement, j'aime l'échange pour les deux équipes. Columbus voulait être bon dès maintenant. Philadelphie fait une reconstruction rapide. Alors, Dylan Strome, qui a déjà joué dans la LNH, qui devrait jouer à temps plein l'année prochaine, puis le 7e choix au total, je pense qu'on n'aurait pas eu beaucoup plus pour Kuznetsov. Alors, moi, c'est un échange que je dis gagnant-gagnant pour les deux formations. Ensuite, un échange entre Saint-Louis et les Rangers. Thomas Hickey et un deuxième choix, Tampa Bay, s'amène à Saint-Louis en retour de Carter Hutton. Carter Hutton qui était sur le forum à peu près 8 fois comme joueur disponible. Hutton, pour moi, est-ce que c'est un flake? Est-ce que c'est un joueur qui a eu une bonne saison? Est-ce qu'il y en aura plus? C'est là qu'on va voir si l'échange en valait la peine ou pas. Arizona et Tampa Bay font un échange. Écoutez, là, ça fait 10 minutes qu'on parle. On est déjà rendu à au moins une douzaine de transactions. Je regarde. Ah oui, comme il faut. Et celle-là, moi, c'est la première échange que je me dis, pas certain. Alors, Arizona échange, pardonnez-moi, je me trompe sur l'épilation, mais Hoolvi, ou je me souviens plus comment on le prononce. Bref, le joueur repêché 5e au total par Vancouver il y a 2 ans. Un défenseur finlandais qui a performé coup-ci, coup-ça, mais qui semble se réveiller cette année. Contre Eric Gottbranson, qui est également un ancien choix top 5, mais disons un joueur défensif avec une valeur plus ou moins limitée. On obtient un premier Tampa Bay et un deuxième Tampa Bay 2019. Bon, ici, je suis conscient qu'un choix première ronde, c'est toujours une bonne qualité, mais dans le cas de Tampa Bay, un choix première ronde, c'est souvent entre 25 à 31, ou même, disons, 22 à 31 pour être safe. C'est un peu loin, je trouve, pour la différence, mais ça va aussi avec ce qu'Arizona a dit. Il voulait un Gottbranson, il voulait un joueur dans son alignement de maintenant, en plus d'aller chercher des éléments. Donc, je comprends l'idée derrière ça. Je ne suis pas certain. Si on ne croit pas en Joel V ou Holvier, peu importe comment on le prononce, là, je comprends. Mais si on y croit, je trouve ça plus difficile. Ensuite, 29 avril, un échange de choix entre San Jose et Columbus, mais rien vraiment à parler. Après ça, un gros échange ici de choix entre Philadelphie et Saint-Louis. Alors, Philadelphie acquiert le 5e choix au total et le 34e choix au total, contre le 7e choix au total s'en va à Saint-Louis et le 21e au total. C'est donc dire qu'on paye une prime pour avancer de 2 rangs, soit de la position 7 à 5. On paye une prime de 13 rangs entre 34e et 21e. Il faut vraiment que Philadelphie ait un joueur en tête parce que dans mon livre à moi, la différence entre 5 à 7 cette année est à peu près inexistante, c'est une question de préférence. Alors, si on a un joueur de préférence, pas de problème, mais sinon, je trouve ça cher d'avoir payé 13 rangs, puis pas 13 rangs là, entre le 113e et le 100e, là, quand même entre le 34 et le 21e. Alors, ça reste à voir, mais je dirais léger avantage au Blues sur cet échange-là.
30 avril, un échange entre, c'est quoi ça? C'est Seattle, pardon, Seattle et Columbus. Le premier choix, Minnesota, finalement, quitte, euh, quitte mon équipe. En retour, on va chercher le défenseur Adam Fox, le prospect Oscar Steen, le Hamburglar Andrew Hammond, un sixième et un septième choix. Donc cet échange-là, bon, c'est plus facile pour moi d'analyser. Je l'ai analysé à peu près 28 fois. C'est vraiment Adam Fox, qui est un joueur qui était repêché en troisième ronde il y a 2 ans à l'NH. Un défenseur offensif, très très bien performé dans la ligue universitaire, également super bien fait au championnat junior. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Alors, content d'avoir été cherché. C'est sûr que le 11e au total va faire mal de donner ça pour Adam Fox, mais je suis confiant que Adam Fox peut avoir un bel impact dans l'LNH. Puis pour moi, c'était la raison. Puis on veut également peut-être aller chercher un joueur un peu plus sûr, c'est-à-dire un joueur qui a déjà prouvé, tandis que le 11e au total, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a fait nécessairement. Donc voilà, c'est un échange qui peut être d'un bord comme de l'autre. Adam Fox pourrait devenir très bon comme inexistant, là, mauvais, comme le premier choix à Minnesota. Donc j'ai hâte de voir ça, je vais suivre ça avec attention dans les prochaines années. Après ça, les Kings commencent leur échange, les gros échanges. On a plutôt échangé Eric Stahl et Darcy Kumper, ainsi qu'un choix de deuxième ronde aux Rangers. En retour, on a été chercher Heinen de Boston, McCabe de Buffalo, Josh Osang des Islanders et Jan Mark de Dallas. Eric Stahl, on le sait, a connu un regain de vie incroyable avec Minnesota, marqué, je pense, 40 ou 41 buts dans la LNH. Darcy Kumper, c'est un backup qui a été échangé puis qui a bien fait l'NH, mais ça reste un backup correct. Là. Un deuxième choix à Pittsburgh. Moi, j'aime beaucoup l'échange pour les Kings. Heinen, c'est sûr que est-ce qu'il va toujours performer comme ça à Boston? On ne sait pas, mais ça reste un attaquant intéressant. McCabe, un défenseur avec des cotes quand même, puis il est jeune. Josh Osang, un énigme. Bon, problème d'attitude flagrant, mais le talent est là. Et Jan Mark, c'est un joueur qui a quand même fait 19 buts avec Dallas cette année dans la LNH. Donc, j'aime ça. J'aime. Puis on n'aurait pas pu avoir plus pour Eric Stahl. De notre côté, les Rangers, ben, on veut être bon cette année. Puis on a Barzal qui s'en vient avec des cotes tout simplement incroyables. Après ça, Philadelphie échange un choix de deuxième ronde, c'est-à-dire acquiert un choix de deuxième ronde contre New Jersey, Travis Zajac. Ça mène aux Devils. On va le voir, Eloa, là, c'est la première fois que je vois ça, vraiment commence à croire plus à son club qu'à l'habitude. C'est-à-dire qu'on va chercher des vétérans. Zajac, c'est un joueur qui a fait 45 et 26 points. C'est sûr que Zajac est rendu à 33 ans. Mais pour un deuxième Toronto, je veux dire, c'est quand même pas si cher de pas aller chercher un vétéran. Mais ce que j'aime de la ML, c'est de plus en plus jouer des échanges comme ça, qui sont réalistes. C'est-à-dire, Travis Zajac, c'est pas un joueur vedette. Ça a déjà été un bon joueur, mais il n'est plus le même. Mais on a quand même un deuxième Toronto. Je pense qu'on verrait ça dans la LNH. Puis tout le monde dirait, ah, ça a du bon sens comme échange. Donc, vraiment, beau trade, les boys. Après ça, le 1er mai, Columbus se réveille de son sommeil de 16 jours après les 3 transactions. Et il va chercher Pekka Rinne et Luke Connon. En retour, on donne le premier Minnesota, Zetterlund, Jonathan Dallin, Raffle et Pavelec. Honnêtement, on pourrait regarder l'échange en disant premier Minnesota et Dallin contre Rinne et Connon. Le reste, c'est à peu près c'est des détails. C'est sûr que Pekka Rinne a des statistiques incroyables LNH, mais des séries incroyablement mauvaises également. Donc là, c'est ça qu'on va voir. Mais finalement, Columbus remplace Dominic avec Rinne. Et Luke Connon contre un premier choix Minnesota ou contre Dallin. C'est discutable. Dallin semble avoir un plus gros potentiel, mais Connon peut-être un joueur plus safe à ce niveau-là. Un échange que j'aime bien pour les deux formations. Après ça, Philadelphie se dit « Hey, j'aimerais ça être compétitif quand même, je ne veux pas être dégueulasse. » Fait que je vais chercher Scott Darling en prenant une chance. Et en retour, je donne mon deuxième et mon cinquième choix aux Sharks. Moi, c'est un échange que je trouve correct. Est-ce que Scott Darling va remonter avec les Hurricanes? On va voir. Moi, c'est pas un gardien que j'étais très fort dessus. D'ailleurs, on m'avait traité un peu de fou d'avoir pris Drew Bauer par-dessus Darling. Aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis assez heureux, disons, là, malgré les commentaires que j'avais eus comme reproche à l'époque. Ensuite, la fête de M. Roussin, le 2 mai, échange entre les Kings et Minnesota. Les Kings vont chercher Andy Green. Je pense pas que c'est la première fois qu'Andy Green, d'ailleurs, joue pour les Kings. Contre Zach Bogosian, Grigorenko et un quatrième choix, Winnipeg.
Moi, l'échange, je l'aime beaucoup parce que ça montre que Minnesota tente vraiment de se rajeunir. Donc, c'est pas un échange qui va passer là, front page, mais ça reste quand même un échange qui montre la direction de l'équipe. Pour les Kings, c'est un peu bizarre parce qu'on cherche toujours à se rajeunir. Puis là, on a fait l'inverse ici. Donc ça, j'avoue, j'ai du mal peut-être contrer beaucoup sur Andy Green. Euh, alors, quand je vous parlais tantôt que New Jersey, Eloa continuait sur une lancée à chercher des vétérans, il acquiert Derek Brassard, justement de ces mêmes Kings. En retour, on donne Ryan Strong, Ville Podka et un défenseur ou un prospect du nom de Soulac qui, honnêtement, on devrait peut-être même pas mentionner. C'est vraiment Strong et Podka contre Brassard. Au début, je trouvais ça cher pour aller chercher Brassard, mais je me suis rendu compte que Strong, bon, je savais qu'il ne performait pas si bien que ça, mais ne performe pas. Podka est dans la Ligue américaine. Alors, pour Brassard, moi, je pense que c'est un échange qui est honnête. Puis Brassard, oui, il performe moins qu'avant, mais reste un bon vétéran. Alors, ça fit avec Eloa. C'est un joueur qui est quand même. Brassard, il a 30 ans, donc il n'est pas ultra vieux. Il va avoir 30 ans, je pense, en septembre. Alors, pour moi, c'est un bel échange entre les deux formations. On tombe dans les catégories gros trade aussi. Ellis se réveille encore cette journée-là. Tyler Toffoli et Ryan Ellis s'en vont aux Kings. En retour, oui, c'est Tolvanen, le prospect, disons, tout feu tout flamme des Prédateurs de Nashville, ainsi qu'un deuxième, un troisième et un autre troisième choix qui s'en vont à Philadelphie. Ça, c'est un échange important. C'est un guess, mais moi, je pense que Philadelphie a été chercher le meilleur joueur de l'échange, mais Ryan Ellis, oh my god, qui a des belles cotes. Il est complet partout. Tyler Toffoli, ça reste un Max Pacioretty wannabe, si on veut, c'est-à-dire un joueur qui va marquer entre 20 à 30 buts, qui peut bien performer, gros format, mais qui peut décevoir en même temps. Ryan Ellis, défenseur complet. Tolvanen pourrait marquer 30 à 40 buts dans la Ligue nationale, mais il n'en a pas encore marqué un. Donc c'est difficile d'être certain de ça. Mais c'est un échange que je pense que Philadelphie devait faire. On veut faire une reconstruction rapide. Tolvanen va jouer à l'NH l'année prochaine. Ça cale dans l'équipe. Pour les Kings, je pense je vais y revenir plus tard, mais on voit que les Kings, leur objectif n'est jamais vraiment de repêcher, puis il n'est jamais non plus d'avoir des trop vieux joueurs, remarquez que des fois oui. C'est plutôt un but de faire toujours un recyclage de nos éléments pour comme toujours être dans le beat des séries. Ça cadre, puis Toffoli et Ellis n'ont pas 38 et 39 ans, donc ça reste des éléments qui sont relativement jeunes, disons dans leur prime en ce moment. Là. Toffoli et Ellis, elle a peut-être quoi, là, 27, 28, 29, dans ce bout-là. Alors, je comprends le plan. En même temps, c'est pour ça que les Kings, si on regarde l'équipe, la saison 12, la saison 13, la saison 14, sûrement qu'on va voir qu'il y a 10 joueurs nouveaux à chaque année parce qu'on fait ce roulement-là. Je vais prendre un peu mon souffle. Après ça, Columbus, qu'on s'ennuyait, s'est dit, il faut que je fasse un échange encore parce que sinon les gens vont penser que je ne suis plus dans la ligue. Alors, on va échanger Luke Connon, qui venait toujours d'être acquis de Toronto, et Alan McQuaid contre Nick Leddy, un défenseur que j'aime beaucoup des Islanders à l'NH. Je sais que Chicago avait trop de défenseurs, alors on a été frappé avec Nick Leddy à Columbus. Nick Leddy qui était originalement repêché par Columbus, mais vous allez voir plus tard, là, je pense qu'il ne s'est pas trouvé d'appartement à Columbus finalement. Alors, le lendemain, le 3 mai, gros échange. Encore le joueur que je l'ai discuté, Joel V, à prononcer. Quitte Tampa Bay déjà. Alors, on a vu que Tampa Bay utilisait un peu Joel V comme monnaie d'échange, ce qui n'est pas mauvais. Échanger Joel V ainsi que, mon Dieu, là, un 4, un 5, un 7, un 7, un 7 et un 7 contre Brian Little, Matt Zuccarello, un quatrième et un sixième. Voyez-vous cet échange-là? Si j'avais été à Arizona, j'aurais voulu faire cet échange-là dès le début et non aller chercher Goldbranson premier et deuxième, Tampa Bay. Parce que on aurait été chercher Brian Little et Zuccarello, deux vétérans qui sont quand même relativement, disons, début trentaine, fin vingtaine, puis on aurait performé. J'aime mieux ça que le premier et le deuxième Tampa Bay parce que c'est tellement loin que c'est difficile. Mais bon, j'aime quand même l'approche, donc bel échange entre les deux formations. Par la suite, l'Arizona, justement, va chercher Bobby Ryan contre Bittner de Columbus et un troisième Arizona. Ça, c'est un bel échange. L'Arizona se dit, j'aimerais ça aider l'équipe de maintenant. Un troisième Arizona, un Bittner, c'est pas ce qui va vraiment tuer la formation à long terme. Puis pour la Floride, ben, c'est pas un joueur facile à échanger, Bobby Ryan, donc d'avoir été chercher ces éléments-là, surtout le troisième Arizona quand même bien placé en troisième ronde, je pense que c'était le mieux qu'on pouvait faire. Par la suite, Clumsy, qu'on n'avait pas beaucoup parlé de maintenant, depuis le début, va chercher des Rangers, Pavel Bushkevich, un deuxième Vancouver et un deuxième Rangers.
contre Jake Muzzin, qu'on avait été chercher d'Arizona il y a plusieurs années, je me souviens. Jake Muzzin, un défenseur utilisé par les Kings de LNH encore à outrance. Des belles cotes. Mais 2 choix de deuxième ronde pour Clumsy, ça vaut son pesant d'or, sauf que le deuxième Vancouver est bien placé dans le top 40. Et Bukovic aussi, c'est un attaquant énigmatique avec les Rangers. C'est sûr qu'aussitôt qu'un joueur est russe, on va dire énigmatique. Mais dans son cas, plein de talent, mais on voit que la constance n'est pas toujours là. C'est pas pour être un cliché, c'est quand même vrai. Après ça, le lendemain, LA et Columbus, deux équipes qui avaient fait aucun échange, aucun échange depuis le début, en font un. Nick Leddy, qui avait à peine eu le temps de texter sa conjointe pour lui dire qu'on est rendu à Columbus, part avec un choix de deuxième ronde 2019 contre Big Buff et le premier Kings 2019. Ça, c'est un échange que je trouve intéressant. C'est-à-dire que Nick Leddy est clairement plus jeune que Buffalo, mais Buffalo est clairement meilleur que Nick Leddy, à tout le moins pour moi. Et on échange le deuxième Columbus contre le premier LA. Le premier LA pourrait se ramasser dans la loterie. On l'a vécu cette année, la loterie. Là. Toujours dangereux d'échanger son choix première ronde. Puis si j'avais été les Kings, j'aurais pas fait ça personnellement. Je trouve ça risqué. Surtout, on ne sait pas qui va faire les séries ou pas. Je ne suis pas certain d'aimer cet échange-là pour les Kings. Ensuite, des échanges de choix entre plusieurs formations qu'on ne parlera pas. Winnipeg fait un autre échange. On va chercher Charlie Coyle, un sixième et un septième. En retour à Nashville, le deuxième Vancouver, le deuxième Rangers et le troisième Winnipeg. Alors, si on remarque, ce que Winnipeg a fait, c'est qu'il a échangé Jake Muzzin contre Bukovic ou Bukovic, peu importe comment vous le prononcez. Et il a pris les deux choix qu'il a obtenus. Il a racheté le troisième choix pour aller chercher Charlie Coyle. Donc, on a été chercher Charlie Coyle, Bukovic contre Jake Muzzin. C'est ça l'échange, au fond, pour Winnipeg. J'aime ça parce qu'on s'est rajeuni légèrement. Puis Charlie Coyle pourrait être un joueur quand même, il a été décevant à l'NH, mais pourrait très bien rebondir. Donc, moi, pour Winnipeg, je trouve ça gagnant dans les deux échanges. Après ça, un échange de choix entre Nashville et Dallas. Et on tombe dans un gros échange. Un joueur qui commence à changer deux éléments clés qui changent de formation souvent, malgré que ce sont des prospects ou joueurs d'impact. Alors, Philadelphie échange Patrick Kane, qui avait été acquis d'Ottawa il n'y a pas si longtemps. En retour, on va chercher Martin Nescatch, le premier Toronto et le deuxième Nashville. Je vais être franc avec vous, j'ai vu Nescatch jouer il y a 1 an et demi à Montréal, au championnat junior, puis je l'avais trouvé très ordinaire, je ne le voyais pas dans ma soupe. Puis si j'avais pu le repêcher, je n'aurais probablement pas repêché ce joueur-là. Cela étant dit, cette année, force est d'admettre que Nescatch est un joueur, un prospect de très haut niveau. J'ai hâte de le voir avec les Hurricanes. Je pense qu'il est le prochain centre numéro 1 des Hurricanes et peut-être la raison pour laquelle Philippe Zadina serait repêché deuxième au total dans la LNH. C'est Nescatch. Les deux ensemble au championnat junior ont été tout feu tout flamme. Vraiment, Nescatch, je le vois comme un joueur qui va avoir une longue carrière et une très belle carrière. Le premier Toronto et le deuxième Nashville s'ajoutent à ça, contre Patrick Kane. C'est difficile pour moi de donner l'avantage à Philadelphie quand il échange le meilleur joueur de la transaction en Patrick Kane. Mais ce que je vais dire, c'est que je ne pense pas qu'il aurait été possible d'obtenir plus pour Patrick Kane. Alors, je dis chapeau à Joe pour cet échange-là. Et puis pour Frank, ça démontre clairement que l'objectif de Nashville, c'est d'aller chercher la Coupe Stanley. Donc, c'est un échange qui cadre très bien avec vos deux formations. J'aime ça. Le 7 mai, Chicago acquiert le vétéran Jeff Carter, qui avait été obtenu de Pittsburgh auparavant. Alors, Pittsburgh obtient Jeff Skinner, Marco Scandella, un 7e et un 6e. J'aime beaucoup l'échange pour les deux équipes. Chicago, on vise la coupe. Pittsburgh, on vise d'être compétitif. Jeff Skinner est plutôt plus jeune que Jeff Carter. Ça fait beaucoup de sens. On avait donné pour Jeff Carter Tyson Joss, qui est un joueur top 10 il y a 2 ou 3 ans. Alors, je suis content de voir qu'on a resté Carter en Skinner, un joueur qui a une moins bonne année cette année à l'NH, mais qui reste un joueur de premier plan. Donc, bel échange entre les deux formations. Le 10 mai, petit échange, mais que je vais quand même mentionner parce que j'aime ça parler de moi dans la vie. Alors, Edmonton reçoit le 5e Colorado. En retour, Vegas-Seattle obtient les droits sur Ilya Kovalchuk.
Alors, c'est un guess. On espère que Kovalchuk soit un joueur d'impact à son retour au LNH. Il va coûter 4 signatures par contre l'année prochaine, mais on avait la place pour le faire. Alors pour nous, c'est le premier geste qu'on veut démontrer que on veut quand même être respectable et compétitif, sans dire qu'on veut gagner la coupe, évidemment. Là, on n'est pas Vegas LNH quand même, mais c'est le premier échange qui montre cette direction-là. Ensuite, Carter Hutton s'en va à Montréal avec un choix de deuxième ronde, contre un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, c'est un échange de pics. Rangers acquiert Rick Nash contre un troisième choix Nashville, un troisième choix Rangers et un quatrième choix Rangers 2020. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer des choix jusqu'en 2020 en quatrième ronde. C'est un échange que je trouve. Normalement, j'aurais dit Rick Nash contre 2, 3 puis un 4. Hey, c'est pas cher. Mais Rick Nash, quand je suis allé voir ses statistiques, Rick Nash, il commence à sentir le moisi. Là. Il est en fin de carrière, je pense. Là. Donc, pour les Rangers, je trouve qu'on a payé le plein prix. Mais en même temps, ça reste quand même Rick Nash pourrait rebondir. Mais je ne suis pas tant un fan de cet échange-là, sauf si Nash rebondit évidemment. C'est sûr que, bon, 3 choix au repêchage, comme un 3 en 3 en 4, c'est pas la mer à boire, mais j'aurais pas donné plus pour Rick Nash. Gros échange qui s'en vient. Toronto et Montréal. Alors, Matt Murray quitte les Canadiens, ainsi que le 30e choix au total le premier choix des Oilers et un 5e choix. En retour, Yamamoto s'en va à Montréal, Grundstrom également et le 11e au total. J'aimerais vous dire que j'aime cet échange-là, mais je l'aime beaucoup plus du point de vue de Toronto. Pourquoi? Parce que oui, Matt Murray, c'est un joueur qui a eu la difficulté cette année, mais il a tellement eu des belles statistiques partout où il a passé que je crois beaucoup en lui. Alors, un gardien de but de 23 ans à peu près, de franchise potentielle, contre Yamamoto et le premier Minnesota, je pense pas que la valeur est mauvaise. Mais si j'avais été Montréal, je pense que j'aurais tout simplement gardé Murray. C'est pas une question que le retour est pas bon. Je pense juste que quand on a un gardien de but jeune comme ça, il faut le conserver 9 fois sur 10. Mais peut-être que cette fois-là, c'est la fois sur 10 où Montréal aurait dû l'échanger. On va le savoir dans 5 à 10 ans. Mais l'échange, aussi, je trouve ça surprenant entre Montréal et Toronto, deux rivalités, deux rivaux. Donc, je comprends pas trop ça, mais en même temps, c'est un échange qui fait, au niveau valeur, là, il n'y a rien d'outrageux, mais je pense que Murray aurait peut-être même valu un peu plus, puis surtout, j'aurais gardé Murray. Après ça, on a un échange, c'est des joueurs là, de soutien. OK, échange important. Toronto acquiert le premier choix LA de Détroit. Et oui, vous avez bien entendu, Détroit échange un choix de première ronde. Alors moi, c'est pas tant d'évaluer si Mike Green vaut un choix de première ronde, etc. C'est pas ça le but. C'est juste de montrer que, Détroit veut se réveiller là. Je pense que quand il va se réveiller vraiment à 100%, ça va faire mal. Là. La division du Canadien va avoir mal parce que Détroit dort depuis longtemps avec Boston puis avec Buffalo. Ces équipes-là commencent à se réveiller. Là. Donc, j'aime voir ce genre de transaction-là pour ce que ça signifie. Par la suite, Toronto fait un autre échange. Acquiert de Winnipeg, surtout Rupstov, Sajarvi, un 5e choix, et Van de Velde. En retour, on obtient James Neal et Blake Comeau. Alors, la manière que je vois la transaction, c'est surtout German Rupstov contre James Neal. Rupstov, c'est un joueur, je pense, de troisième ligne dans le futur dans la Ligue nationale. Alors, contre James Neal, je pense que c'est un échange qui avantage légèrement Winnipeg. C'est sûr que James Neal, par contre, c'est pas un joueur qui fait 70 points. Il fait sa part de but, mais il arrive quand même à 31 ans à peu près. Donc, ça reste. Je pense pas qu'on aurait eu beaucoup plus, mais j'aime le move pour Winnipeg. Winnipeg, le lendemain, fait un échange en échangeant Mike Smith, qu'il avait acquis des Panthers. Et ça, je pense que ça a été une erreur pour Winnipeg. C'est pas une erreur qui va coûter cher, mais on avait échangé Noah Jolson, un deuxième choix, pour aller chercher Mike Smith ou quelque chose comme ça. Là. Et là, après ça, on prend coup de bune et on va chercher un 4, un 4, un 6, un 7, un 7. Des late pick finalement. Pour avoir eu Mike Smith pour à peu près une vingtaine de games. Puis je pense que Mike Smith n'a à peu près pas gardé le filet pour Winnipeg. C'est pour ça que l'échange n'a pas été fructueux pour la formation. Mais encore là, Détroit vient chercher un gardien de but
numéro un. Alors là, Détroit a été chercher un défenseur, un gardien de but numéro un, avec tous les jeunes à l'attaque. Ça va être une année à surveiller pour Détroit. J'ai bien hâte d'en parler en septembre, quand on va se revoir pour ML Prédiction. Et la dernière transaction d'importance, c'est une transaction qui a été faite hier. J'avoue que je suis... c'est difficile à exprimer comment je me sens quand j'ai vu cette transaction-là. Je l'aime pas tellement. Je vais être franc avec vous, j'aime pas tellement cette transaction-là. San Jose a échangé Ryan Suter. Et en retour, on a obtenu du Colorado. Non, déjà là, c'est là que j'aime pas trop ça. Le sixième au total, ainsi que Goudas, le défenseur des Flyers. Euh, Cet échange-là, je trouve déjà que le sixième au total contre Ryan Suter, personnellement, je prends le sixième avant. Si j'étais une équipe qui voulait gagner la Coupe Stanley, peut-être, puis j'avais le sixième au total parce que je l'aurais eu d'une autre formation, j'aurais peut-être pensé à chercher un défenseur comme ça. Mais dans le cas de Colorado, c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est sûr qu'on a des éléments qui sont en place, qui sont intéressants. Je pense à Interanta, comme devant le filet déjà, qui nous montre qu'on peut être compétitif jusqu'à un certain point. Mais en même temps, Suter a eu une blessure quand même importante au Minnesota cette année. C'est possible qu'il ne revienne pas exactement comme avant. J'ai lu ça dans les journaux pas plus tard que 2 semaines. Donc, c'est de voir ça va être quoi sa progression. Il a 33, 34 ans. Je n'ai pas vérifié, là, mais c'est à peu près ça, 33, 34. Il gagne un gros salaire. C'est un bon défenseur, là. Mais c'est pas non plus le meilleur défenseur de la Ligue. Mais disons que c'est peut-être quoi? Entre le 15e défenseur, le 20e défenseur de la Ligue nationale. Je ne sais pas, là-dessus, je vais vous appeler à votre propre évaluation, mais ça reste un bon défenseur. Mais le sixième au total pour Colorado aurait pu représenter un prospect de premier plan qui aurait aidé la formation pendant 10 à 15 ans. Puis quand je regarde la division centrale, je ne vois pas comment Colorado va pouvoir compétitionner avec les Nashville, Chicago, Winnipeg. Puis là, excusez-moi, je suis oublié des équipes, mais juste les noms me viennent en tête. Déjà, Nashville, Chicago, c'est deux méga puissances. Alors, je vois pas. Je comprends pas. Et en plus, déjà, comme je disais, le sixième contre Suter, quant à moi, c'est un avantage déjà pour San Jose. Et ensuite, Godas, c'est le genre de défenseur que on pense pas, mais il a quand même 77 de def, il est quand même jeune. Donc, pour moi, si on s'était dit, notre objectif, c'est de faire les séries de Colorado, j'aurais dit, mais OK, peut-être j'échange mon sixième au total, mais c'est sûr que je veux garder mon défenseur parce que je veux ajouter un défenseur à ma formation. Alors, je m'interroge sur quel sera l'impact au niveau simulé entre Suter et Goddess pour l'équipe de l'Avalanche. Je pense pas que ça va être si gros que ça personnellement. Ça pourrait l'être, puis je le souhaite pour l'équipe, mais je m'interroge sur cette transaction-là. Donc voilà mon analyse, je vous dirais pour ça. Maintenant, ça reste toujours, moi c'est mon opinion, puis je comprends que je m'expose toujours en disant qui est gagnant, qui est perdant, etc. Mais pour moi, cet échange-là, j'ai nommé quelques gagnants et perdants. Pour moi, le grand gagnant, c'est San Jose et le perdant, c'est Colorado à ce niveau-là. Si on revient sur les échanges importants, les plus gros deals pour moi aujourd'hui, je pense que l'échange Patrick Kane, c'est un incontournable. Patrick Kane à Nashville, ça marque justement qu'est-ce qui s'en vient à Nashville. Puis ça marque également la reconstruction rapide de Philadelphie. Moi, je félicite Joe Girard pour tous les échanges qu'il a fait. Je trouve ça le fun. Je trouve que l'équipe elle va être plus jeune, plus excitante. C'est la division de la métropolitaine qui est à peu près impossible à savoir qui va terminer premier, tellement que c'est toujours tous des bonnes équipes. Alors, je pense que c'est chapeau d'avoir fait ces échanges-là. C'est un peu drôle parce que Columbus semble avoir pris la place de Joe, c'est-à-dire booster l'équipe pour dire cette année, on va vraiment y aller le tout pour le tout. Par la suite, Toronto a fait tellement d'échanges. Lui aussi était très actif. Mais ce que j'ai vraiment voulu analyser le plus, moi, c'est les nouvelles formations. C'est-à-dire Arizona, j'ai vu respecter ce qu'il a dit sur le forum. Moi, mon objectif à moi, c'est d'être compétitif quand même, tout en repêchant. Donc, c'est ce qu'il a fait avec ces échanges. Je voulais voir aussi Minnesota, ce qu'il allait faire avec sa saison décevante. Il a continué. Est-ce que Cam Talbot va quitter Minnesota? Moi, je ne serais pas surpris. C'est le genre d'échange qu'on pourrait voir d'ici, disons, l'hiver prochain.
Et ensuite, comme je disais, Colorado, avec cet échange-là, selon moi, démontre qu'il veut faire les séries. J'aimerais voir d'autres échanges dans sa part si c'est le cas qui prouvent là, qu'on s'en va vers cette direction-là. Mais sinon, malheureusement, pour moi, je pense que si on fait juste cet échange-là, on aurait payé trop cher pour aller chercher ça. Ça me fait penser un peu à Saint-Louis à l'époque, qui avait payé trop cher pour justement ce même Ryan Suter-là, il y a peut-être 2 ans de ça. Sinon, les échanges, écoutez, il y en a plein. Les Kings ont fait beaucoup de transactions. Dites-moi ce que vous en pensez selon vous. Qui est le grand gagnant? Qui est le grand perdant? Je comprends que d'avoir nommé ces 40 transactions-là, 50 transactions-là, en à peu près une quarantaine de minutes pour cette émission-là, c'est de loin mon émission la plus longue que j'ai produite par moi-même. Excusez-moi si parfois il y a des hésitations ou il y a des prononciations qui ne sont pas exactes. J'ai vraiment fait ça du mieux que je le pouvais. Ben, c'est toujours un plaisir. Puis on se revoit bientôt. D'ailleurs, on se revoit au repêchage pour certains d'entre nous. Bien hâte. Puis d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne préparation pour votre draft. Salut les boys.